Beaucoup d'entre vous pensent en ce moment qu'ils perdent la tête, mais croyez-en, mon expérience. Ce n'est pas le cas, je sais ce que ça fait. Je sais ce que c'est que de rester assis dans le noir, le téléphone à la main, à se demander comment on a pu passer du statut de centre du monde à celui de parfait étranger, ou pire, d'ennemi. On a tous cru à ce mensonge, celui qui nous disait que si nous donnions juste un peu plus, si nous étions un peu plus patients, un peu plus compréhensifs, la personne que nous avons aimée au début reviendrait, mais l'expérience m'a appris, au prix de nombreuses années de douleur, que cette personne n'a jamais existé. Ce n'était qu'un reflet de nos propres désirs, une image projetée pour nous capturer. La période des fêtes, et particulièrement Noël, possède un effet mental très spécifique, et ce n'est pas un hasard si vous vous sentez si mal en ce moment. Les fêtes brisent le flux normal de la vie, les distractions quotidiennes, le travail, le chaos, le bruit et les sollicitations incessantes ralentissent juste assez pour que la pensée profonde puisse s'immiscer. Et la pensée profonde est exactement ce que le partenaire toxique s'efforce d'éviter à tout prix. Pour la majeure partie de l'année, leur sentiment de contrôle repose sur le mouvement perpétuel. De nouvelles attentions, de nouveaux éloges, de nouvelles histoires. Tant qu'ils avancent, ils n'ont pas besoin de regarder en arrière. Mais la trêve des confiseurs casse cette vitesse. Une personne narcissique maintient son équilibre mental en contrôlant le récit de sa vie. Elle décide qui comptait, qui était sans importance, qui était trop et qui était facilement remplaçable. Ce contrôle de l'histoire la protège de la responsabilité. Si elle peut réécrire le passé, elle n'a pas à le ressentir. Mais la saison des fêtes est saturée de souvenirs. Les traditions se répètent, les chansons reviennent année après année. Les dates familières réapparaissent sur le calendrier. Ces signes répétitifs agissent comme des ancres mentales, tirant l'esprit vers l'arrière, qu'il le veuille ou non. Et quand cette personne est tirée vers l'arrière, son contrôle commence à glisser. Ce qui est bouleversant pour elle, c'est que la mémoire ne suit pas ses règles. On ne peut pas ordonner à un souvenir de s'évanouir. On peut le refouler, détourner le regard, l'enterrer sous des couches de nouveaux mensonges. Mais quand le cadre invite à la réflexion, les sentiments enfouis remontent à la surface. Noël fait exactement cela. Il impose une immobilité, et l'immobilité est risquée pour quelqu'un qui survit en se construisant constamment une image de toute puissance. Dans les moments de silence, le narcissique ne joue plus la comédie. Il se retrouve seul avec la structure interne qu'il a passé sa vie à fuir. C'est là que les affaires émotionnelles non résolues refont surface et c'est là que vous rentrez à nouveau dans son esprit. Non pas parce qu'il développe soudainement de la gentillesse ou de la culpabilité, mais parce que vous représentez une fissure dans son image factice. Nous avons tous fait partie d'un lien émotionnel réel, que cette personne l'admette ou non. Vous l'avez vu sans que le masque ne soit totalement serré. Vous avez partagé du temps, de l'ouverture et du sens. Cela vous rend mentalement important et l'importance ne peut pas simplement être effacée sans en payer le prix. Noël lui rappelle que son contrôle n'est pas total. Elle peut contrôler les gens autour d'elle en ce moment, mais elle ne peut pas contrôler entièrement la mémoire. Le passé a son propre pouvoir. Il s'exprime par des sentiments plutôt que par la logique et les narcissiques sont particulièrement vulnérables à cette blessure parce que leur identité est fragile. Elle repose sur un soutien extérieur. Quand ce soutien chute pendant les vacances à cause de la solitude ou de la comparaison avec les autres, la structure interne vacille. Il y a aussi une dimension symbolique ici. Noël est socialement perçu comme un moment de lien, de réparation des relations et d'appartenance. Même si la personne toxique rejette sciemment ses valeurs, elle en est entourée. Les systèmes familiaux se réactivent, la comparaison sociale devient plus forte. Des questions surgissent silencieusement. Qui est resté? Qui est parti? Qui se souvient de moi? Qui ne s'en soucie plus? Et quand ces questions apparaissent, votre absence devient chargée de sens. Vous voyez, le contrôle ne signifie pas seulement avoir du pouvoir sur les autres. Cela signifie avoir le contrôle sur sa propre histoire intérieure. Noël affaiblit cela en forçant un contraste entre ce qu'ils disent être et ce à quoi ressemble réellement leur vie émotionnelle. Et dans ce contraste, certaines personnes se démarquent, surtout celles qui sont parties sans s'effondrer, celles qui n'ont pas supplié de rester, celles qui ont refusé d'être rabaissées. Ce qui ébranle le plus le narcissique, ce n'est pas la perte elle-même, mais la preuve que son contrôle avait des limites. Quelqu'un a pu sortir de l'histoire qu'il essayait d'imposer.
Quelqu'un a pu se souvenir de la vérité sans avoir besoin de la crier. Les faits ramènent cette réalisation à la surface. Et voici le pouvoir silencieux de tout cela. Vous n'avez rien besoin de faire. Vous n'avez pas besoin de lui rappeler votre existence. Vous n'avez pas besoin de vous battre ou d'expliquer. Le temps, la mémoire et les symboles font ce travail pour vous. Quand l'image factice s'affaiblit, la réalité réapparaît naturellement. L'idée à garder est simple mais profonde. Quand vous arrêtez de jouer un rôle dans de fausses histoires, la vérité ne disparaît pas, elle attend. Et quand le bruit s'estompe, la vérité a une façon de revenir d'elle-même, exigeant d'être traitée. L'une des vérités mentales les plus surprenantes est que le silence peut avoir plus de poids que l'attention. Nous avons tendance à deviner qu'être bruyant, visible ou réactif nous donne du pouvoir. Mais dans le système émotionnel d'une relation toxique, l'attention est la monnaie d'échange et le silence est l'arrêt des paiements. Pendant la majeure partie de l'année, cet arrêt de paiement peut être caché. Il y a du bruit partout, la vie sociale continue, les distractions s'accumulent, mais pendant Noël, le silence change de nature. Il devient impossible à ignorer. Un narcissique compte sur les éloges extérieurs pour gérer son humeur interne. Il a besoin de réactions, de louanges, de colère, de manque, d'explications. Même une dispute l'assure qu'il compte. Ce qui l'ébranle, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Noël amplifie cet effet parce qu'il suscite des attentes de connexion. Des messages sont envoyés, des appels sont passés, les vieux liens se manifestent. Quand vous ne vous manifestez pas dans ce moment précis, l'espace vide devient mentalement tranchant. Votre silence pendant les fêtes n'est pas perçu comme un simple manque d'intérêt par le narcissique. Il est lu comme un rejet de son importance vitale et c'est profondément effrayant pour lui. Non pas parce qu'il valorise soudainement les sentiments profonds, mais parce que votre non-réponse brise son image de soi. Il est habitué à croire qu'il peut obtenir une réaction dès qu'il le décide. Quand il ne le peut plus, cela installe une incertitude et l'incertitude est insupportable pour quelqu'un dont l'identité est maintenue par le contrôle. Il est crucial de comprendre que le silence crée un espace. Et dans cet espace, la personne toxique est forcée de remplir le vide avec ses propres pensées. Il n'y a pas de retour extérieur pour la stabiliser. Pas d'argument à gagner, pas d'histoire à réécrire en temps réel. L'esprit se tourne vers l'intérieur et l'intérieur est l'endroit où le narcissique est le moins à l'aise. Noël monte le volume de ce regard intérieur, la vitesse ralentit, les gens réfléchissent. Même les narcissiques, malgré leurs murs, ne sont pas à l'abri de l'environnement. L'accent social mis sur le vivre ensemble expose cruellement le fait d'être seul ou mal entouré. Quand les autres sont occupés par des liens réels, le narcissique ressent la différence plus intensément. Et votre silence devient une partie de cette différence. Il signale que tout le monde n'est pas disponible sur commande. C'est ici que le basculement mental se produit. Pendant une grande partie de la relation, vous vous êtes peut-être senti invisible, inaudible ou mis sur la touche. Maintenant, votre absence trône au centre de son attention. Non pas parce qu'il a mûri, mais parce que le silence force un face-à-face. Il commence à rejouer des moments. Il se demande, non pas de manière saine, mais de manière obsessionnelle, pourquoi vous ne réagissez pas? Pourquoi vous ne vérifiez pas ce qu'il devient? Pourquoi vous ne réapparaissez pas? Et c'est la clé. Le silence lui refuse le contrôle du récit. Quand vous vous expliquez, il peut déformer vos mots. Quand vous réagissez avec émotion, il peut vous peindre comme quelqu'un d'instable ou de dépendant. Mais le silence n'offre aucun matériau à exploiter. Il se dresse comme une frontière sans qu'aucune raison ne soit nécessaire et les frontières, lorsqu'elles sont tenues sans drame, sont profondément déstabilisantes pour l'esprit d'un narcissique. Philosophiquement, cela touche à quelque chose de plus profond. Le silence représente la liberté. Il signale que votre monde intérieur ne tourne plus autour de son comportement, que vous n'attendez plus d'être remarqué, que votre sentiment d'identité n'est plus basé sur son approbation. Pendant Noël, quand les classements relationnels sont inconsciemment jugés, cette liberté est enregistrée comme une perte de pouvoir. Le narcissique peut réagir intérieurement par la colère en regardant en arrière avec une fausse nostalgie ou en vous méprisant, mais sous tout cela se trouve la même réalisation. L'accès a été retiré et l'accès est ce qu'il confond avec l'intimité. La leçon n'est donc pas une question de punition ou de vengeance. Il s'agit de comprendre correctement le pouvoir. Le vrai pouvoir n'est pas de forcer quelqu'un à penser à vous, c'est de devenir si solide que votre absence parle d'elle-même. Quand
Quand vous arrêtez de nourrir la maladie, le silence devient clarté et la clarté est quelque chose que même l'esprit le plus gardé ne peut pas ignorer totalement. Il existe un type spécifique de souvenir qui bouleverse un narcissique plus que le rejet, plus que le conflit et même plus que le fait d'être quitté. C'est le souvenir de quelqu'un qu'il n'a pas pu posséder totalement, pas quelqu'un qui a crié, supplié ou s'est effondré, mais quelqu'un qui a duré, qui a observé et qui finalement s'est placé hors de sa portée. Noël a une façon de ramener ce souvenir parce qu'il attire l'attention non seulement sur qui est là, mais sur qui manque et pourquoi. Une personne narcissique n'expérimente pas les relations comme des échanges équitables. Elle les vit comme des arènes d'influence. Les gens sont censés graviter autour d'elle, répondre, valider et absorber le chaos. Quand quelqu'un refuse de jouer ce rôle, cela crée une fissure dans sa logique interne. Elle peut vous écarter extérieurement, déprécier votre valeur ou réécrire l'histoire pour garder sa place de leader, mais intérieurement, l'anomalie demeure. Vous êtes l'exception qui ne rentre pas dans le scénario. Ce qui remonte pendant Noël, ce n'est pas de l'affection au sens normal, c'est une confrontation avec une version de vous qu'elle n'a pas réussi à démonter. Elle se souvient des moments où ses ruses ont rencontré une vision claire au lieu de la confusion, quand les tentatives de culpabilisation n'ont pas pris, quand le contrôle a glissé et n'a pas pu être récupéré. Ces moments sont profondément ébranlants parce qu'ils menacent la croyance fondamentale du narcissique, celle qu'il est toujours celui qui décide de la fin des choses. Mentalement, il s'appuie sur ce qu'on pourrait appeler le contrôle rétrospectif. Même après la fin d'une relation, ils essaient de garder le pouvoir en définissant l'histoire, en vous présentant comme faible, fou, remplaçable ou brisé. Mais cette histoire s'effondre quand vous continuez à fonctionner, à grandir et à rester émotionnellement entier. Noël, avec son accent sur la transmission et l'héritage, met en lumière cette survie. Ils peuvent se souvenir de la façon dont vous écoutiez sans vous perdre, de la façon dont vous questionniez sans attaquer, de la façon dont vous vous retiriez sans faire de scènes grandioses. Ces qualités ne sont pas bruyantes, mais elles sont puissantes. Elles signalent quelque chose que le narcissique veut et déteste à la fois. La liberté mentale. Vous n'avez pas eu besoin de le détruire pour vous libérer, vous êtes simplement sorti du rôle qu'il vous avait assigné. C'est cela qui le hante. Non pas parce qu'il veut vous retrouver de manière saine, mais parce que votre existence contredit sa vision du monde. Vous représentez la preuve que son influence n'était pas totale, que sa présence n'a pas défini votre identité, que son absence ne vous a pas brisé. Et pour quelqu'un dont le sens de soi dépend du fait d'être tout-puissant, cette réalisation est terrifiante. Noël accentue cela car il invite à un bilan personnel. Même les narcissiques, sous des couches de défense, effectuent une sorte d'inventaire. Où en suis-je maintenant? Qui est encore là? Qui ne l'est plus? Et quand il remarque que vous êtes parti, mais que vous n'êtes pas devenu plus petit, quelque chose d'inconfortable surgit. La comparaison, non pas entre vous et les autres, mais entre ce qu'il pensait être et ce que la réalité montre tranquillement. Il y a aussi un côté lié au sens de la vie. Les narcissiques craignent d'être insignifiants plus que d'être seuls. Ils ont besoin de compter d'une manière énorme et dévorante. Quand vous avancez sans spectacle, sans vous effondrer, sans combat public, vous leur niez cette importance. Votre force tranquille devient une forme de refus, non pas intentionnel, mais indéniable. Et c'est là que le pouvoir bascule vraiment. Vous n'êtes plus un personnage dans leur histoire. Vous êtes l'auteur de la vôtre. Noël ne leur rappelle pas ce qu'ils ont perdu émotionnellement, cela leur rappelle ce qu'ils n'ont pas réussi à briser mentalement. L'idée à emporter est celle-ci. La plus grande victoire n'est pas d'être regretté avec nostalgie ou remords, mais d'être mémorisé comme quelqu'un qui n'a pas pu être écrasé. Quand vous choisissez la clarté plutôt que le désordre et l'honnêteté plutôt que l'enchevêtrement, votre survie même devient une déclaration. Et c'est quelque chose qu'aucun tour de passe-passe ne peut effacer. Noël n'est pas seulement une fête privée, c'est un miroir social. Les gens se rassemblent, les histoires s'échangent, les histoires sont revues et les vies sont discrètement mesurées les unes par rapport aux autres. Pour la plupart des gens, cette comparaison est légère et rapide. Pour une personne narcissique, elle est tranchante. Les réunions de famille dépouillent l'image soigneusement construite qu'elle montre au monde extérieur et la remplacent par quelque chose de bien plus dangereux. Le contexte. Au sein des familles, les narcissiques ne sont plus les seuls narrateurs de la réalité.
Les vieux schémas reviennent, les rôles de l'enfance réapparaissent. Les gens se souviennent de qui a soutenu qui a disparu, qui a causé du stress et qui a apporté la paix. C'est profondément troublant pour quelqu'un qui dépend du tri sélectif des souvenirs et de la réinvention constante. Noël force le narcissique à adopter une vision à long terme et dans cette vision, les fissures deviennent visibles. Ce qui renforce cela, c'est la comparaison. Ils sont hypersensibles au statut, au progrès et à la façon dont ils sont perçus. Il remarque qui est marié, qui est respecté, qui est émotionnellement solide, qui a la confiance des autres. Même s'il se moque de ces choses extérieurement, il se mesure intérieurement à elles. Et pendant ces moments, ils se souviennent de la personne qui se tenait autrefois à leur côté, qui les soutenait ou qui croyait en eux avant que la dégradation ne commence. Ils se souviennent de vous, non pas comme d'un figurant, mais comme d'un témoin de ce qu'ils devenaient et de ce qu'ils ont échoué à être. Il y a aussi quelque chose d'unique dans le défi que représente la famille, car les familles se souviennent des schémas. Les amis peuvent être changés, les cercles sociaux peuvent être renouvelés, mais les familles portent des mémoires longues, et ces mémoires vont souvent à l'encontre de l'image de soi préférée du narcissique. Quand quelqu'un demande de vos nouvelles par hasard, sans blâme, cela rouvre un dossier mental qu'il préférerait garder fermé. Pourquoi cette relation s'est-elle terminée? Que s'est-il passé? Pourquoi ne font-ils plus partie de l'histoire? La honte entre alors discrètement, non pas la honte qui mène à des excuses, mais celle qui ronge et expose le vide intérieur. Les narcissiques vivent la honte comme une menace vitale, c'est pourquoi ils l'évitent si violemment. Les rassemblements de Noël rendent pourtant l'évitement difficile. Quand les autres sont émotionnellement ancrés et que le narcissique se sent creux, la différence devient insupportable. C'est là que le regret se déguise souvent en nostalgie. Ils peuvent dire que vous leur manquez, mais ce qui leur manque vraiment, c'est la version d'eux-mêmes qui semblait plus fonctionnelle, plus admirée, plus stable quand vous étiez là. Vous représentiez une certaine cohérence. Et la cohérence, une fois perdue, est difficile à simuler dans des cadres intimes où les gens connaissent votre passé. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas d'un amour retrouvé, il s'agit d'une conscience de soi provoquée par la comparaison. Ils voient les autres construire des vies avec de la durée et de la profondeur et ils ressentent le manque de quelque chose de solide en eux-mêmes. Et dans ce moment, vous devenez le symbole d'une occasion manquée, non pas parce que vous étiez parfait, mais parce que vous étiez réel. Philosophiquement, cela révèle quelque chose d'important sur la croissance humaine. Nous sommes façonnés non seulement par nos objectifs, mais par notre capacité à maintenir des relations dans le temps. Noël expose cette vérité car il récompense la persévérance. Les narcissiques qui sont excellents pour les débuts, mais qui luttent avec l'entretien, se retrouvent entourés de preuves de ce à quoi ressemble la durabilité, et cette preuve est inconfortable. Votre absence dans ces moments parle fort. Elle souligne que vous n'étiez pas le problème ni un objet jetable. Vous faisiez partie d'un chemin de vie qu'ils ont abandonné et cette réalisation, aussi fugace soit-elle, laisse une trace. L'idée à emporter est celle-ci. Quand vous choisissez la stabilité plutôt que le chaos et la croissance, plutôt que la mise en scène, le temps devient votre allié. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur de manière bruyante. À long terme, la cohérence parle et même ceux qui tentent de lui échapper finiront par entendre ce qu'elle a à dire. Regarder en arrière n'est pas un sentiment doux, malgré la façon dont c'est souvent montré, mentalement parlant, c'est une force qui saute par-dessus les gardes logiques et va droit au cœur de la mémoire et du sentiment. Pour une personne toxique qui survit par la distance émotionnelle, le tri des souvenirs et le mouvement perpétuel, le regard vers l'arrière est un séisme. Et Noël est conçu pour l'activer. Pendant la majeure partie de l'année, le narcissique se protège par un rétrécissement émotionnel. Il aplatit le passé, réduit les expériences complexes à des étiquettes simplistes et passe rapidement à autre chose. Cela lui permet d'éviter de répondre de ses actes et d'échapper à l'inconfort. Mais le regard vers l'arrière ne respecte pas ces raccourcis. Une chanson familière, une tradition répétée, un lieu mémorisé, ce ne sont pas juste des pensées, ce sont des souvenirs ressentis. Ils transportent une tonalité, une texture et des restes émotionnels. Et quand ces souvenirs vous incluent, ils ne réapparaissent pas comme des idées abstraites. Ils reviennent comme des sensations physiques.
Les rituels de Noël sont particulièrement puissants parce qu'ils répètent la même musique, les mêmes décorations, les mêmes dates de calendrier, année après année. La répétition renforce les chemins de la mémoire. Chaque fois que cela se produit, cela ajoute du poids émotionnel. Pour le narcissique, cela signifie que le passé devient plus difficile à balayer d'un revers de main. Les scènes anciennes reviennent avec une clarté surprenante, non pas parce qu'il le veut, mais parce que le cadre l'y invite. Et dans ces scènes, vous êtes là comme quelqu'un qui a compté. Ce qui déstabilise la personne toxique n'est pas de vous regretter dans le cadre d'une relation saine. C'est l'affaiblissement de son armure émotionnelle. Regarder en arrière expose les points faibles. Cela lui rappelle des moments où elle s'est sentie connectée, ancrée ou même brièvement réelle. Ces moments sont dangereux parce qu'ils vont à l'encontre de l'engourdissement émotionnel sur lequel elle compte pour fonctionner. Ressentir à nouveau, même contre sa volonté, menace la fausse stabilité qu'elle a construite. Il y a aussi un retournement cruel. Le regard vers l'arrière met en lumière ce qui était réel d'une manière que le fantasme ne pourra jamais égaler. Les narcissiques préfèrent les images parfaites, les départs dramatiques, les histoires où ils restent intouchables. Regarder en arrière dissipe ce brouillard. Cela rappelle les moments ordinaires, les discussions, les routines partagées, la compréhension silencieuse. Ce ne sont pas des moments grandioses ou faits pour le spectacle, mais ils sont profondément humains et c'est exactement cette humanité qui ébranle quelqu'un qui craint la profondeur émotionnelle. Noël amplifie cet effet parce qu'il met l'accent sur la continuité. Il demande silencieusement ce qui a duré, quelles traditions ont survécu, quelles relations ont été portées vers l'avant. Quand le narcissique affronte le fait que vous n'existez plus que dans sa mémoire, cela crée une tension. Le souvenir reste vif mais la connexion est rompue et cet écart expose la perte non seulement de vous mais du soi qu'il était quand la connexion était encore possible. D'un point de vue de réflexion profonde, regarder en arrière force le narcissique à affronter le temps. Le temps révèle la vérité. Il montre ce qui était significatif par ce qui dure dans la mémoire. Et quand vous y persistez sans effort, sans intrusion, cela suggère une importance qui ne peut être niée. Cette réalisation est inconfortable parce qu'elle n'a pas été choisie. Elle n'a pas été mise en scène. Elle a surgi naturellement. Il est important de noter que cela ne signifie pas que le regard vers l'arrière mène à la croissance ou à la culpabilité. Pour les narcissiques, cela mène souvent à l'agitation, à l'agacement ou à une confusion émotionnelle. Ils peuvent tendre la main sans réfléchir, réécrire l'histoire en interne ou refouler le sentiment aussi vite que possible. Mais même le fait de refouler admet la présence de quelque chose d'inachevé et c'est là que votre position est essentielle. Vous n'êtes plus à l'intérieur de la tempête émotionnelle. Vous êtes à l'extérieur. Votre distance vous donne de la clarté. Vous n'êtes pas responsable de la façon dont le regard vers l'arrière les affecte. Vous n'êtes responsable que de ce que vous faites, de cette compréhension. L'idée à garder est celle-ci. La mémoire révèle ce qui comptait, pas ce qui était bruyant. Quand vous vivez avec honnêteté et vérité émotionnelle, votre présence laisse une marque naturelle. Et même quand vous n'êtes plus là, cette marque reste silencieuse, persistante et impossible à fuir totalement. Il vient un moment calme et souvent inaperçu où l'équilibre mental bascule. Pendant longtemps, le narcissique se place comme celui qui est désiré, poursuivi et irremplaçable. Vous êtes présenté comme celui qui a perdu quelque chose de précieux, qui n'a pas su voir ce qui était offert, qui finira par réaliser son erreur. Cette croyance soutient son identité, mais Noël a une façon de briser cette illusion parce qu'il force une confrontation non pas avec ce que vous avez perdu, mais avec ce qu'il a fait. À ce stade, le narcissique ne se contente plus de se souvenir de vous en tant que personne. Il fait face à l'absence que vous représentez et l'absence, quand elle dure, devient une preuve. La preuve que vous ne vous êtes pas effondré sans lui. La preuve que la vie a continué, peut-être même qu'elle est devenue plus stable. La preuve que toutes les pertes ne peuvent pas être présentées comme l'échec de quelqu'un d'autre. C'est profondément bouleversant parce que les narcissiques comptent sur le déséquilibre. Quelqu'un doit être au-dessus et quelqu'un en dessous. Quelqu'un doit être désespéré et quelqu'un désiré.
Quand Noël arrive et que vous ne vous manifestez pas émotionnellement, numériquement ou mentalement, ce déséquilibre s'effrite. Vous n'êtes plus positionné comme celui qui cherche un sens. Au lieu de cela, votre absence les force à se poser une question qu'ils ont évitée. Qu'ai-je réellement perdu? Ce qu'ils ont perdu n'était pas simplement une compagnie, c'était l'accès à quelqu'un qui offrait un ancrage émotionnel sans contrôle. Quelqu'un qui a supporté la confusion assez longtemps pour voir le schéma clairement. Quelqu'un qui représentait la stabilité, la réflexion profonde et la persévérance. Des qualités que le narcissique copie mais qu'il peine à posséder réellement. Et quand cette présence disparaît pour de bon, elle laisse un vide que la distraction ne peut pas combler indéfiniment. Noël aiguise cette réalisation parce que c'est un moment où l'on fait face aux faits. Que les gens l'admettent ou non, les vies sont jugées. Les schémas deviennent visibles. Ce qui semblait être autrefois abondant commence à sembler répétitif. Les nouveaux visages manquent de profondeur. Les nouveaux éloges manquent de poids. Et dans cette comparaison, le narcissique reconnaît quelque chose de douloureux. Certaines personnes ne peuvent pas être échangées. Cette reconnaissance ne mène généralement pas à l'humilité ou à la croissance. Elle se manifeste souvent par de l'agacement, de l'amertume ou des pensées soudaines et non désirées. Ils peuvent vous minimiser intérieurement, rejeter le souvenir ou se dire qu'il pourrait avoir n'importe qui. Mais ces défenses surgissent précisément parce que quelque chose de réel a été menacé. La vérité presse vers l'intérieur. Il y avait un coup à la façon dont ils vous ont traité. Philosophiquement, c'est là que la responsabilité entre en scène. Non pas la responsabilité comme une excuse, mais la responsabilité comme un résultat. Vous n'avez pas eu besoin de les punir, vous n'avez pas eu besoin de vous expliquer sans fin. Vous vous êtes simplement retiré d'une dynamique qui exigeait que vous soyez plus petit. Et ce faisant, vous avez laissé la réalité faire son œuvre. Votre absence devient une sorte de fait moral. Elle prouve que les relations ne sont pas des ressources inépuisables, que la confiance, une fois usée, ne repousse pas automatiquement, que les personnes qui offrent de la profondeur ne peuvent pas être remplacées par de la nouveauté éternellement. Et c'est la leçon que Noël délivre avec une exactitude silencieuse. Le pouvoir ici est subtil mais profond. Vous n'êtes plus défini parce que vous avez supporté. Vous êtes défini parce que vous refusez de continuer. Ce refus remodèle le paysage mental. Il déplace le poids de la réflexion de vos épaules vers l'endroit où il appartient. L'idée finale est celle-ci. Quand vous choisissez le respect de soi plutôt que la simple survie, l'histoire change. Vous arrêtez de vous demander pourquoi ils ne vous ont pas estimé et vous commencez à reconnaître que partir était le moment où la valeur s'est manifestée. Et cette réalisation, une fois acquise, devient la base d'une vie qui n'a plus besoin de leurs souvenirs pour avancer. La route vers la guérison n'est pas une ligne droite, c'est une spirale où l'on repasse parfois par les mêmes endroits, mais avec une perspective plus élevée à chaque fois. Je sais que ce Noël peut sembler lourd, mais cette lourdeur est le signe que vous êtes en train de traiter la réalité au lieu de la fuir, et c'est là que réside votre force. Voici maintenant 4 leçons que j'ai dû apprendre à la dure au fil de nombreuses années de reconstruction. Ce ne sont pas de simples conseils, ce sont des conclusions gravées dans mon expérience. Première leçon. Le silence n'est pas un vide, c'est une réponse complète. J'ai passé des années à croire que je devais expliquer ma douleur pour qu'elle soit comprise, mais j'ai fini par comprendre que face à quelqu'un qui utilise vos mots comme des armes, le silence est la seule frontière infranchissable. C'est le moment où vous reprenez votre énergie. Le silence dit tout ce que les mots n'ont pas réussi à faire comprendre. Tu n'as plus accès à mon âme. C'est une déclaration de souveraineté que personne ne peut vous voler. Deuxième leçon. On ne peut pas guérir dans l'environnement qui nous a rendus malades. Pendant longtemps, j'ai essayé de rester ami ou de garder un lien ténu, pensant que cela prouvait ma maturité. Quelle erreur! L'expérience m'a appris que la proximité avec une personne toxique agit comme un poison lent qui paralyse votre jugement. La vraie guérison commence au moment où vous coupez le dernier fil, même si cela semble cruel au début. La distance n'est pas de la méchanceté, c'est de l'autopréservation pure et simple. Troisième leçon. Le narcissique ne regrette pas votre personne, il regrette le miroir que vous lui offriez. C'est une vérité difficile à avaler, mais elle est libératrice. Quand ils reviennent ou qu'ils semblent tristes, ce n'est pas votre absence qui les fait souffrir, c'est la perte de la source d'énergie que vous étiez. En comprenant cela, vous arrêtez de chercher une validation émotionnelle qui n'arrivera jamais.
Vous réalisez que votre valeur ne dépend pas de leur capacité à vous aimer, car ils ne savent aimer que l'utilité que vous avez pour eux. Quatrième leçon, le respect de soi est la seule clôture dont vous avez besoin. Nous cherchons tous cette conversation finale, ces excuses ou cette explication qui mettrait un point final à l'histoire. Mais j'ai appris que dans ces relations, la clôture est un mirage. Ils ne vous donneront jamais la vérité. La seule fin réelle, c'est celle que vous décidez vous-même en vous regardant dans le miroir et en disant « plus jamais ». Votre décision de ne plus tolérer l'inacceptable est le point final le plus puissant qui puisse exister. Mes amis, vous qui traversez cette épreuve, sachez que vous n'êtes pas seuls. Je suis passé par là, j'ai connu ces nuits blanches et ce sentiment de vide abyssal, mais je vous le dis avec la certitude de celui qui a survécu. De l'autre côté de cette douleur, il y a une liberté que vous ne pouvez même pas imaginer encore. Une liberté où vous n'avez plus besoin de vérifier votre téléphone, où vous n'avez plus peur de dire ce que vous pensez, où votre bonheur ne dépend plus de l'humeur changeante d'une autre personne. La vie ou l'univers a une façon de nous tester pour nous forcer à grandir. Cette épreuve, aussi cruelle soit-elle, est votre invitation à devenir la personne que vous étiez censé être avant que le monde ne vous dise d'être petit. Ne donnez pas votre Noël à quelqu'un qui n'a pas su chérir votre présence. Donnez-le à vous-même. Soyez la personne qui se choisit enfin. Si ce message résonne en vous, s'il vous apporte un peu de cette clarté dont nous avons tous besoin quand nous sommes dans le brouillard, je vous demande une chose, ne le gardez pas pour vous. Nous savons tous qu'il y a quelqu'un quelque part qui se sent seul et perdu en ce moment même, peut-être dans une chambre sombre, en train de se demander ce qu'il a fait de mal. Partagez cette vidéo avec cette personne. Devenez ce lien, cette main tendue qui dit « Je te vois, je sais ce que tu vis et tu vas t'en sortir ». Ensemble, nous brisons le silence. Ensemble, nous reprenons notre pouvoir. Prenez soin de vous, car vous êtes bien plus précieux que ce que l'on a essayé de vous faire croire. La route continue et elle devient plus belle à chaque pas que vous faites vers vous-même.